Hey, salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, je vous fais une petite analyse comme chaque semaine, soit le dimanche, soit le lundi, en fonction de l'importance des tournois du week-end. Donc sur les différents tournois qu'on a accessibles au niveau même mondial via sw-competitive.com. Donc je vous invite vraiment à utiliser ce site en référence à mes vidéos et un gros big up au travail fourni par Noxm. Ce week-end, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a deux petits tournois entre guillemets, moins de 50 joueurs pour les deux, mais avec une méta qui commence vraiment à se dessiner et des leaders qui apparaissent de manière récurrente dans les différents tournois, que ce soit les très gros de plus de 200 joueurs de Birmingham de la semaine dernière que je vous invite à aller voir, ou encore sur les plus petits, donc d'une cinquantaine de joueurs. Mon analyse, c'est que la méta commence à se stabiliser autour de aller entre 5 et 8 leaders qui sont vraiment dominants, avec des top 8 plutôt bien représentés. En tout cas, on est plus sur une ultra domination d'un seul leader et ça fait extrêmement plaisir. La semaine prochaine, il y aura des plus gros tournois. Je vais notamment moi-même participer à un 128 joueurs en Allemagne. Je vous ferai mon retour personnel de ce tournoi et tout ce qui est PQ, donc plus gros tournoi, Play Planetary, arrive plutôt fin décembre, début janvier. Avec là, on aura vraiment une peut-être mise à jour de la méta, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment les leaders qui sont présentés aujourd'hui qui sont les maîtres de la méta actuelle. Donc, comme à mon habitude, j'utilise le site swcompetitive.com avec, vous voyez, donc deux tournois, un en Suède et un en Pologne qui ont eu lieu hier. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a peut-être des nouveaux qui vont apparaître aujourd'hui. Mais en tout cas, sur celui de Suède, vous voyez 44 joueurs et un top 8 qui est ainsi représenté. Évidemment, on a de la Sabine, donc voilà, ça c'est les leaders un peu méta, gamer actuels. Sabine en ICL, classique. On va voir les différentes listes, on a accès aux différentes listes, donc on va pouvoir en parler. Anakin Bleu arrive vraiment en force dans cette méta. Est-ce que c'est parce que c'est déjà assez fort et c'est un leader charismatique et on va en discuter tout à l'heure en voyant un peu son deck. Anne Jaune, ça c'est vraiment la spécificité qui perdure depuis le premier set. Bosque qui fait un peu son retour, on le voit plutôt en bleu, on voit notamment le deck de Torque qui avait gagné le Birmingham, même si je me demande encore maintenant comment il a fait pour gagner. Krennic, petite originalité. Alors, 44 joueurs, hein, donc ils ont dû faire 4 ou 5 rondes, vous gagnez 2 parties, vous êtes quasiment dans votre top 8, donc est-ce que c'est très représentatif le Krennic ICL? En tout cas, on va en discuter également. Django, alors Django lui vraiment c'est le nouveau leader qui est entré et vous allez le voir partout. Et on a toujours la Ray Tarkington qui se fait aussi sa place dans la méta depuis le premier set. Et c'est vraiment un deck que je vous invite à jouer, qui pour moi a les clés pour contrer quasiment tout en fonction de la méta. C'est vraiment le deck étalon pour moi de la méta. C'est le deck qui peut gagner et qui peut perdre contre tout, mais qui sera toujours compétitif. Donc je vous propose une analyse succincte des différents decks. On va commencer évidemment tout honneur au vainqueur de ce tournoi. Donc c'est une Sabine ICL. Donc ça va aller assez vite hein, parce que c'est le deck classique Sabine, quasiment pas d'ajout au niveau du 7-3 en dehors du Yularen. Alors où c'est qu'il est Yularen? Il est ici, vous voyez à l'écran. Le fait de donner plus 1 en défense, ça peut vraiment changer la donne dans pas mal de match-up en fait qui pouvaient vous péter vos petites unités aggro, voilà, rajouter plus 1 en défense, ça peut changer la donne contre certains types de decks, mais c'est pas non plus game changer, c'est vraiment le seul gros ajout pour ce set. C'est un deck Sabine ICL classique, vous devez le connaître hein, parce que vous allez l'affronter très régulièrement en tournoi compétitif. En tout cas, il n'y a pas d'autres ajouts particuliers. Ça tourne autour évidemment de Podamron, hein, et Wrecker qui vont être vraiment les cibles de l'ICL, de la base, et ils vont arriver pour un peu finir la game, après vous avoir mis beaucoup de dégâts en début de partie. Il y a le Bright Hope qu'on voit revenir dans ce type de deck. Pourquoi? Parce qu'il y a la prédominance un peu du spatial en ce moment, notamment dans les decks Queenland, dans les decks Django, donc vraiment Bright Hope est un excellent contre pour ce type de deck spatiaux. Le joueur fait toujours le choix de jouer le Dark Cyber. Ça se discute. Je suis pas un grand fan parce que c'est un peu comment dire, le complexe mandalorien, c'est-à-dire tout mettre sur une grosse unité. Mais on sait actuellement qu'il y a beaucoup, donc notamment Django, qui va pouvoir vous ping et vous engager votre unité, ou alors des No Good To Me Dead. Et là, dans ce cas-là, votre Sabine, même si elle est sous testostérone et ultra boostée, pendant 1, 2 tours, elle va rien faire, elle va utiliser beaucoup de ressources, et potentiellement elle pourra se faire euh, détruire, ou alors juste engager à chaque action, et voilà. C'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier.
Si ça passe, bon bah, c'est que vous êtes déjà ultra dominateur au niveau du jeu, et puis vous allez vraiment rouler sur l'adversaire. Si l'adversaire a des moyens de vous contrer, c'est mettre beaucoup de ressources sur une seule carte, sachant que vous n'avez pas beaucoup de gros châssis, de gros body hein, pour vous protéger. Vous n'allez pas mettre le Darksaber sur le pot ni sur le vrai cœur, vous allez vraiment vouloir cibler Sabine quand elle sort. Donc voilà. Le Darksaber, on commence à moins le voir. Là, il a toujours joué, il a remporté le tournoi, donc on va lui donner le crédit. Au niveau du side, notamment pour contrer tout ce qui va être spatial, il y a le Homeone qui refait son retour. Un Homeone qui avait été un peu oublié un moment, et là qui revient, qui restaure, qui vous donne de la vie. Donc c'est vraiment un Sabine classique, on va pas plus s'étendre sur ce deck. Second deck, ça va être évidemment le deck un peu méta actuel, c'est-à-dire Anakin bleu. On est également sur une version très classique de ce deck. On revoit apparaître des nouvelles cartes. Alors, le R2 et le C3 PO, donc le R2, l'ancienne édition, le tout premier. Pourquoi? Parce que ben, pour un, vous avez potentiellement une 3-4, donc qui va pouvoir, au niveau du T2, trade. Alors, déjà, pouvoir faire ses effets plusieurs fois, donc quand il est joué, quand il est attaqué, et pouvoir trade des cartes de coût équivalent, même supérieur, parce qu'il aura 3 en attaque, grâce au pouvoir d'Anakin évidemment, et en plus lui-même à 4 points de vie, donc il va même pas mourir. Donc vous pouvez vraiment faire des trades très 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 intéressants. C'est un deck de trade, hein. Donc trade, c'est-à-dire aller taper faire du cas, enfin avoir un gain en attaquant les unités adverses. Et voilà, on est vraiment sur le deck de trade classique. On a, comme je l'appelle, toute la pléthore des Blue Jedi, donc le Kanan, le Yoda, le Kanan, le Obi-Wan, le Luke. Alors évidemment, le Luke, si vous en aviez pas, ça va être un peu cher maintenant de les acheter. Quoique, il y a un réassort de display en anglais qui vient d'arriver, donc Luke risque peut-être de baisser un peu au niveau du prix. Mais on est sur une carte évidemment qui a pris un gros up au niveau du coût. Je pense qu'il est passé de 30 $ à plus de 50 $, encore plus si vous voulez le jouer en français. Mais c'est vraiment une carte maîtresse. Si vous voulez jouer ce type de deck, il vous faut des Luke, évidemment. Sinon, on me demande souvent qu'est-ce que je peux jouer pour remplacer Luke. Il n'y a rien qui remplace Luke. Un monstre absolu, il reste de 3, il est anti-bête, il est. Ouais, bon, bref. Donc voilà, le deck fait aussi le choix du Crate Dragon en fin de game. Vous allez tenir jusqu'à la fin de game, vous allez faire du trade. Si la partie s'éternise, vous rentrez du crate et puis vous serez vraiment très très sécure au niveau de votre victoire. On voit qu'il y a les Concordes hein, qui sont arrivés également, Sentinelle spatiale, pour contrer tout ce qui va aller trop vite au niveau de l'espace, on a déjà parlé, Django, Minan, etc. Vous avez de la restore également au niveau spatial, et pour mettre des grosses patates avec un petit vaisseau, l'intercepteur d'Anakin, évidemment, il est également présent. On n'a pas grand chose à dire hein, sur ce deck, c'est vraiment le deck classique. Il faut également que vous connaissiez votre match-up, c'est-à-dire savoir l'affronter, parce que vous allez en voir beaucoup, beaucoup. La position périlleuse qui arrivait au niveau de cette méta, qui est vraiment qui a remplacé quasiment Make an Opening, parce que ben, c'est le même coup, c'est -2/-2, et c'est -2/-2 tout le temps, donc sur des Lurking Tide ou des grosses menaces que vous voudrez affaiblir. Vraiment très très bon. Et vraiment au niveau du trade, de toute façon, vous êtes très équipé, hein. Vous pouvez taper à +2 avec toutes vos unités, donc vous pouvez monter à 8 avec un pot, vous pouvez monter à 6 avec un Obi-Wan, faire du trade positif, aller commencer à mettre des tatanes, vous restaurez un peu. Si l'adversaire ne vous prend pas de vitesse, c'est très difficile de perdre avec ce deck, honnêtement. Donc voilà, un très bon deck qu'il faut que vous sachiez ou maîtriser si vous le jouez, ou maîtriser si vous l'affrontez également. Autre deck qui celui-là me plaît un peu plus à titre personnel, c'est Bosque Vert. Il y avait un moment où ça jouait Bosque ICL. Là, on n'est pas dans cette version-là, on est sur un Bosque Vert avec une base à 30. Et là, on est sur un Bosque ultra ramp. Ultra ramp, évidemment. Vous avez à 4, au moins 4 moyens de ramper. Vous avez évidemment le Super Laser Technician, ça c'est du classique. Vous avez le Resupply, ça c'est du classique également. Vous avez au niveau des bounty Price on Your Head qui vous permet de ramper également. Et vous avez potentiellement aussi Bounty Hunter, donc la prime qui vous permet d'aller chercher une carte qui coûte 3 mois de la jouer gratuitement. Vous allez chercher, si vous voulez ramper en début de partie, un Super Laser Technician, ou si vous voulez vous protéger un peu, peut-être un Phase 3 Dark Trooper. Tout va dépendre du match-up contre lequel vous jouez. Vous avez évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses unités, vu que vous voulez ramper. Vous avez du maul qui coûte 7. Alors, à partir. En fait, vous avez un énorme gap. Hein, vous voyez là au niveau de la courbe de mana. Ça, c'est vraiment un deck qui est construit, parce qu'un deck qui ne serait pas construit autour de la rampe, vous ne pourrez jamais jouer un deck comme ça. Donc, vous avez du T1, T2, et après du T potentiellement 6, 7, 8, quoi, d'accord? Donc vous avez énormément de cartes qui coûtent très cher et des cartes qui coûtent peu cher. Donc vous passez de
un coup de 3, hein, un coup de 7 directement, sans gap entre les deux. Et là, vous allez rentrer tous les gros papas, hein, Dark Vador, le Maul, l'Empereur, le Reinforcement Walker et le Crate. Si ça se passe bien, potentiellement T5, vous rentrez déjà les gros papas. Au niveau spatial, vous n'êtes pas trop mal. Vous allez pouvoir rentrer. Alors, ça tourne pas mal autour de Dengar, donc des améliorations. Évidemment, comme les bounties sont des améliorations, vous récupérez vous-même vos bounties. Vous avez un double effet qui se coule sur vos bounties. Donc, il y a le Dengar et il y a le Dengar en vaisseau aussi, le Jump, Jump Master de Dengar. Mm. Ouais, c'est intéressant, c'est marrant. Je pense qu'il y a pas, il y a potentiellement mieux à faire, mais ça peut être intéressant. Euh, et vous avez évidemment le Ruthless qui avait été un peu oublié, je trouve, en milieu de de deuxième set. Et là, le Ruthless qui revient extrêmement partout parce qu'il est joué dans Django, il est joué dans les decks Villainy également. Un seul exemplaire de Devastator, si la partie devait un peu s'éterniser, vous avez quand même une grosse réponse spatiale aussi, mais vous allez plutôt miser sur le terrestre, hein. Évidemment, bon, du resupply, du force choke. Vous pouvez même embûcher avec du timely intervention, évidemment. Et bien sûr, le barrage, hein. Pour moi, barrage, c'est vraiment la carte qui tient le vert à l'heure actuelle. C'est barrage. Le vert Villainy, c'est barrage qui tient encore cet archétype, je pense. Parce que vous comprenez bien qu'un barrage sur un gros papa, plus 2, il met ses dégâts à tout le monde, vous êtes au minimum de 8 dégâts. Euh, Sabine, elle aime pas trop. En plus de ça, au niveau du side, ce qui est intéressant, c'est qu'il a rentré il peut affronter. Donc là, avec ça, il peut affronter pas mal de choses. Il peut se faire potentiellement dépasser s'il n'arrive pas à ramper. Et il a rentré des clients, c'est-à-dire une unité qui vous permet de récupérer des primes et de vous soigner. Donc ça, le soin, tout ce qui va être Sabine, tout ce qui va être Django, ça n'aime pas trop. Et il rentre également du Palpatine retourne, ça c'est contre les decks ultra contrôle. Ben voilà, vous renvoyez toutes vos unités. Voilà, rien à faire. La partie sera gagnée quand même avec un deuxième Devastator. Donc un deck intéressant, on le voyait donc boss plutôt en bleu, mais là on peut le voir en vert également. C'est toujours sur du late game, c'est toujours pour... Ah, le vert ira beaucoup plus vite quand même que le bleu. Le vert me semble peut-être même plus intéressant que le bleu qui a gagné le dernier tournoi. À vous de voir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais la version verte me plaît pas mal. Peut-être un peu cher quand même niveau coût en carte, mais intéressante. Ensuite, on passe un peu à mon deck chouchou depuis set 2, la Anakin, lapsus. La Rey Tarkin Town. Pourquoi je dis Anakin? Parce que c'est quasiment la même composition de deck que le deck Anakin qu'on a vu tout à l'heure, donc Anakin bleu. Évidemment, vous avez la pléthore des Jedi bleus. Évidemment, ça vous l'aurez tout le temps. Vous avez du Crate. Vous êtes... Alors, bizarrement, quasiment dans la même conception au niveau des unités, d'accord, mais pas au niveau de la philosophie. Là, vous voulez aller beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a notamment des Green Squadron qui ont été réintégrés au deck. Il joue également au niveau spatial des Disabling Fighter pour enlever des upgrades, pour enlever potentiellement des Dark Cyber ou des choses comme ça. Bon, pas trop... Moi, je ne joue plus cette carte à l'heure actuelle. À voir si la grosse méta de booster des unités arrive. Mais moi, à l'heure actuelle, c'est une carte que je ne jouerai pas, en tout cas pas en main deck. Ça joue évidemment beaucoup d'anti-créatures, anti-unités pour pouvoir vous prendre l'avantage au niveau du board et aller mettre des grosses satanes. Donc voilà, au niveau de la conception, c'est vraiment quasiment identique à Anakin. Mais au niveau de la philosophie, c'est pas du tout la même philosophie. Là, vous voulez rentrer des cartes et vous renforcer et aller taper rapidement la base adverse avec potentiellement du late game. C'est rare, à mon avis, que vous montez jusqu'à 9 avec Ray, sauf si vraiment ça se passe pas super bien pour vous. Mais en tout cas, vous aurez des réponses évidemment avec le crate notamment. Là, Perilous Position, on en avait discuté tout à l'heure, elle est aussi apparue dans ce deck. C'est vraiment, voilà, make an opening, on le voit quasiment plus. Perilous Position a vraiment pris le dessus là-dessus. Ensuite, on a Krennic, alors lui, évidemment, pour moi, c'est un peu une anomalie qui soit dans un top 8, mais bon, voilà, il y est, on va quand même en parler, même si je comprends peu ce deck. Je, voilà, je vois pas trop, je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous le joueriez vous. J'ai essayé de le regarder un peu sous toutes les coutures. On voit des cartes vraiment qu'on n'avait plus du tout l'habitude de voir. On voit notamment le Cargo, le Juggernaut. On voit des Gideon.
excellente carte du premier set, potentiellement du deuxième set, mais là, franchement, il a complètement disparu. Je sais pas trop. Je vois un peu comment dire, on a un peu de rampe, je sais pas. Il y a un deck, vous voulez qu'il soit optimisé dans une voie, en fait, d'accord? Alors, si vous avez si vous pouvez optimiser dans plusieurs voies, c'est encore mieux, mais voilà. Il faut vraiment l'optimiser dans une voie au moins pour voir ce que ça donne de ce côté-là. Là, je trouve qu'il part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment en plus de soins, de restore, donc si la partie s'éternise, il n'a pas non plus des réponses de fou. Il a évidemment les gros papas de ses couleurs, de ses affinités, donc le Vador, le Snoke et le Avenger, mais avec des rampes classiques qui sont le super laser et le resupply, c'est pas non plus ultra optimisé dans ce sens. Il joue pas les bounty par exemple pour aller potentiellement mettre des ressources encore en plus. Voilà, il y a des ajouts intéressants. Il y a notamment il y a le nouveau Grievous là qui est ici, qui a un bon châssis, hein, qui pour 3 est une 4x4, donc déjà juste pour son châssis, il est très fort, hein. Quand je dis châssis, c'est statistique. Il y a le vaisseau également en 3, une 3-4. Je vous le disais tout à l'heure, la plupart des vaisseaux, ce coup en tout cas là, ont uniquement 3 en offensive. Donc vous, avec vos 4 PV, vous survivez à du trade. Et ont en général 2 à 3 en défense. Donc vous, avec vos 3 en attaque, vous pouvez faire du trade vraiment positif. On a le garde ici qui se met lui-même de 2 dégâts quand il arrive, donc il bénéficie. Donc pour 2, c'est une 3-3 grâce au pouvoir de Krennic. Voilà, ça fait la blague, mais je sais pas. Est-ce que il gagne aussi parce que Krennic est quasiment plus joué, donc est-ce que les adversaires ont un peu du mal à pouvoir le gérer au niveau de la méta? Ça aussi, c'est un facteur à prendre en considération. C'est Patra qui nous disait qu'avec son Cat Bane, quand il était un des seuls joueurs à jouer Cat Bane, remportait pas mal de victoires aussi parce que la personne n'avait pas l'habitude de jouer contre ce type de deck et il pouvait faire des erreurs, des misplays. Donc voilà, est-ce qu'il a bénéficié de ça aussi? Moi, en tout cas, je le vois pas très très compétitif. À vous de me dire en commentaire si je me trompe complètement. Ensuite, on a un Django qui fait top 8, Django Tarkin Town évidemment. Mais je voulais en parler parce que c'est pas du tout la version que moi je joue par exemple. Moi je joue la version entre guillemets KTOD-like, donc full spatial et à fond dans les dents de l'adversaire niveau spatial, même si je l'ai un peu modifié. Là, on est sur une version un peu plus, j'ai l'impression, mid, un peu plus contrôle. On voit au niveau terrestre, mais en même temps, il a enlevé les ISB Agent. Je sais pas, je vois pas trop. Je sais pas pourquoi. Il a gardé Grido par contre. Je sais pas. Parce que Yes Agent vous permet de ping votre adversaire. Et aussi d'aller faire du trade parce qu'il est 1-3. Donc voilà, c'est intéressant. À la place, il a rentré des Crafty Smugglers. Je me posais la question des Crafty Smugglers. Finalement, j'avais décidé vraiment d'ignorer le côté terrestre, moi de mon côté. Mais lui, en tout cas, il a fait le choix de les rester. Il a rentré des Boba Fett désintégrateurs. Donc il joue beaucoup plus au niveau terrestre que le deck initial, on va dire, Django. Il a rentré des Cat Bane, évidemment, ça c'est pour l'ADM. Il a un seul Cat Bane, mais il en a quand même un. Je me posais la question d'en rentrer également, peut-être sur les matchs un peu plus tardifs, mais je vais peut-être le mettre plutôt en side. Et des Doku également, il a rentré aussi des Doku. Donc il mise de jouer sur le long terme dans son deck de base. Donc là, il a fait un choix un peu plus équilibré. Alors au niveau spatial, il reste évidemment prédominant, hein, il a 25 unités spatiales, donc il reste prédominant dans l'espace. Là, il n'y a pas trop de changements. Le cartel est toujours là, le Kylo Silencer, il est là. Le Mercenary Gunship, il l'a rentré, je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des vaisseaux qui ont peu de défense. Donc évidemment, les 2 en défense et 3 en attaque. Donc les vaisseaux verts ou les autres vaisseaux, les sentinelles bleues, peuvent faire du trade positif contre ce type de vaisseau. Le P38, alors ça c'est la pépite, hein, c'est vraiment une pépite. Cette carte elle est incroyable, notamment dans Django, parce qu'elle vous permet de ping une fois, elle vous permet de ping 2 fois, elle vous permet d'aller faire du trade ou alors d'aller prendre des dégâts. Le Lurking TIE Phantom, évidemment, c'est une plaie depuis toujours. Il fait le choix de garder des Punishing One de Dengar. Moi, c'est une carte que je vous ai dit, j'avais enlevé de mon deck, je l'ai vraiment enlevé, même si elle est 3-4, donc juste pour aller faire du trade, elle pourrait se valoir, mais j'ai préféré rentrer une autre carte à la place. Je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Le Seven Split, évidemment, est toujours là. Le fait Fire Spray et le Ruthless, ils sont là. Pourquoi? Parce que grâce à Triple Dark, au T3, vous pouvez rentrer une de ces 2 cartes, faire leurs effets ou faire des dégâts, et puis mettre une grosse pression à votre adversaire. Donc il fait quand même le choix de jouer spatial assez agressif, avec beaucoup de T1, T2, T3 avec les Fêtes et les Ruthless. Mais il fait le choix aussi de potentiellement rentrer des cartes pour aller faire du trade au niveau terrestre. Mais des cartes qui coûtent cher. Donc
La vision, j'aurais dit, c'est pour aller contrer des Sabines qui sont un peu trop aggro au niveau terrestre. Mais en fait, ces cartes coûtent cher, donc elles vont pas arriver au niveau au tour 6, tour 7. Sabine, elle vous a déjà renvoyé à la maison, quoi. Donc je comprends pas super bien la conception là-dedans. Je pense qu'en plus, s'il affronte des autres decks Django, il va pouvoir se faire ping ses unités. Je sais pas. Je sais pas du tout trop la conception de ce deck. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il joue aussi deux challengers. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui joue dans une méta où il y a beaucoup, soit de, euh, de Jedi bleu, donc de Yoda de ça, et il veut vraiment les contrer en late game. Et il joue peut-être pas beaucoup comme ça, de Sabine ou de choses comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop la conception de ce joueur. En plus, on voit qu'au niveau du side, il joue également des Wolves. Donc les Wolves, c'est vraiment contrôler le Jedi pour pas qu'il puisse se soigner. Ouais, il joue encore des Palpatine, il joue encore des late unités. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas la version classique, en tout cas pas la version que moi je joue de Django. Donc c'était peut-être intéressant d'en parler aussi, moi aussi en commentaire. Si vous jouez plutôt cette version-là, ou plutôt la version KTOD, c'est-à-dire la version full spatiale et full dans les dents de l'adversaire. Ça, c'était pour le tournoi suédois. Donc, encore une fois, un top 8 assez représentatif de la méta, à l'exception peut-être de Krennic qui est venu un peu se perdre, je pense. Et ensuite, on a un tournoi, les Paprikars Star Wars Unlimited numéro 1 en Pologne. Pays cher à mon cœur, vous savez, parce que j'y ai vécu. Les Polonais, c'est très 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 fort dans tout ce qui est TCG, tout ce qui est jeu de stratégie. Ils adorent ça. Et on a également, vous voyez, quasiment les mêmes leaders, hein, les mêmes leaders. Donc du Django évidemment en first place, de la Rey en deuxième position. On a du Han Jaune toujours bien placé, le Han Jaune, hein, toujours bien placé. La Sabine initiale, évidemment toujours là. On a seulement 2 fois Django, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est assez, c'est pas mal, ouais. Boss Bleu qui a réussi à se faire sa place au niveau du top 8, mais qui arrive pas à finir la finale. Et notre Queen Anne Tarkin Count qui est toujours là, qui est un peu l'équivalent de Là, c'est la Rey. C'est un peu la conception Rey, mais en version jaune. C'est un deck qu'on a fait sur la chaîne qui vous a plu, qui marche évidemment très bien, et il lui manque peut-être un petit truc pour vraiment ultra performer. Peut-être les joueurs n'ont pas encore trouvé le petit truc en plus, mais c'est vraiment un deck que je vous invite à jouer. Tarkin Town, c'est vraiment la base qui a fait son trou avec le début du troisième set. La fin du deuxième, le début du troisième. C'est vraiment une base que je vous invite à jouer et à pouvoir contrer également. Si vous l'affrontez un peu trop souvent, pour le contrer, c'est facile. Il faut vous soigner. Plus vous vous soignez, plus la partie va durer, plus Tarkin Town va s'effondrer et vous pourrez potentiellement remporter la victoire. Voilà les amis pour mon analyse de cette méta review de début décembre, pardon. On n'était pas sur des gros decks, mais la méta semble vraiment se poser. On attend les prochains très gros tournois pour voir s'il y a des nouveaux leaders qui devaient apparaître. Mais là, je pense que vous pouvez vous fixer sur votre leader et le maîtriser, le développer sur les prochaines semaines, les prochains mois, jusqu'à l'apparition des PQ qui risquent de rebattre un peu les cartes, voir s'il y a des comptes qui sont mis en place. En tout cas, la méta semble s'être stabilisée autour de, comme je le disais, entre 5 et 8 leaders vraiment compétitifs. Ce qui est très 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 bien pour un jeu qui a uniquement 3 éditions, 3 sets à l'heure actuelle. Donc vraiment un jeu plaisant qui s'est bien redynamisé suite au ban de Boba. Et vraiment pour moi on est sur du positif. Je vous invite évidemment à nous rejoindre au niveau de la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous parle également du tournoi de la communauté qu'on est en train de lancer. Il vous reste encore là à l'heure actuelle une petite dizaine de jours pour vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il faut rejoindre notre Discord. Le lien est ici, pardon, en commentaire de cette vidéo également. Vous envoyez votre liste. Le tournoi se fera via l'application Carabast. Carabast qui a été mis à jour. Je vous invite évidemment à passer par Carabast pour vous entraîner. Carabast qui a été mis à jour, donc il faut par contre avoir les cartes en physique. On fera un contrôle avant l'inscription au tournoi, donc il faut avoir vos cartes physiques, histoire de ne pas avoir des decks trop pétés via Carabast uniquement. Et ensuite on fera le tournoi via Carabast, donc avec une phase de pool et un top 8 qui sera streamé. Vous aurez une quinzaine de jours pour faire vos matchs de pool et après le top 8 sera streamé entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre, c'est gratuit, il y a plein de lots à gagner, notamment grâce à notre sponsor JDR 3D. Donc venez, rejoignez-nous, c'est gratuit, et puis vous pourrez vous affronter et tester vos compétences sur Star Wars Unlimited. Sur ce, encore merci pour le visionnage, bon jeu à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.